Bienvenue dans Génération IA, le podcast qui vous aide à maîtriser l'IA générative afin de simplifier votre quotidien, booster votre productivité et développer votre créativité. Bonjour à tous, c'est Guillaume dans Génération IA et je vais vous présenter le 5e épisode des Actus IA. Et c'est un gros épisode puisque ça fait 2 semaines que j'ai pas enregistré, mais du coup, il y a pas mal d'actualités. Je suis très occupé avec mes projets parce que pour plusieurs raisons, mais les outils de productivité des développeurs, comme les outils de type environnement de code avec des modèles intégrés, nous permettent d'aller beaucoup plus vite et donc nous donnent encore plus de travail au final, puisque on se lance dans plein de projets. Je suis un peu affecté par le syndrome du shiny object. Alors c'est un peu l'objet brillant, c'est-à-dire que dès qu'on voit une nouvelle technologie, dès qu'on voit une nouvelle idée, on a envie de la creuser. Et c'est très important en fait de rester concentré sur un seul projet ou une seule idée si on veut vraiment pousser le projet très loin. Et donc je touche à plusieurs choses. Je suis au courant que je suis atteint de ce syndrome, mais je suis en train de régler ça, de faire des choix stratégiques et de m'orienter vers les bons projets pour les pousser à long terme. Mais voilà, il se trouve que Anthropic, l'entreprise qui crée des modèles d'IA concurrentes à OpenAI, a sorti un nouvel outil qui s'appelle Claude Code. Ça ressemble au codex de OpenAI, c'est-à-dire un outil en ligne de commande qui permet de coder avec des modèles intégrés. Et en plus de ça, ils ont sorti un modèle super puissant qui s'appelle Claude 4 Opus. Vous savez que Anthropic crée en général les meilleurs modèles pour coder. Et donc, quand ils sortent un nouveau modèle, bah forcément, vous le testez pour coder et c'est encore bien meilleur que Claude 4 Sonnet, qui est leur précédent modèle. Donc, c'est très impressionnant. Je vous conseille d'utiliser cet outil en ligne de commande qui s'appelle Claude Code. Et franchement, c'est un outil fabuleux qui m'a permis de faire des choses superbes rapidement. Attention quand même de vérifier toujours les amendements que fait le modèle à votre code ça ressemble un peu à des git diff pour les développeurs qui connaissent. Vous pouvez donc superviser les changements, toujours bien tester car souvent ils peuvent introduire des bugs de régression en modifiant des choses dont on ne les a pas forcément promptés à modifier. Et ça m'est arrivé récemment où j'ai j'ai vu que j'avais quelque chose qui me manquait dans ma base de données après avoir fait un test sur mon application et le modèle l'avait simplement supprimé cette partie qui insérait un objet dans ma base de données sans que je lui demande. Donc, toujours bien tester pour éviter les bugs de régression. Il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours. Des fois, c'est vrai que ça peut faire perdre plus de temps que ça n'en fait gagner. C'est pour ça qu'il faut bien apprendre à maîtriser ces outils. Donc, Claude Code, je vous le recommande vraiment. C'est encore meilleur que Cursor ou Windsurf. Je vous conseille de faire le switch. Vous pouvez le tester, par exemple, pour créer des tests unitaires pour un projet. Ça fonctionne très bien. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, les quelques amis développeurs à qui j'ai recommandé cet outil et qui l'ont testé m'ont fait des retours toujours très positifs et m'ont vraiment remercié de les avoir orientés vers Claude Code. Je prends une petite gorgée de café et on passe à l'actualité suivante. Donc, Claude Code, oui, mais Claude menace. Car oui, quand Anthropic a sorti son modèle Claude 4 Opus, il y a des organismes indépendants, je crois, qui testent les modèles et qui surtout voient en fait s'ils sont éthiques. Et il y a eu des tests qui ont été faits. Alors là, il faut que je vous parle de ce truc, c'est totalement fou. En gros, ils ont dit à Claude 4 Opus euh, bah, que un des ingénieurs avait une relation extra-conjugale. Donc, le modèle avait en tête que l'ingénieur qui lui parle a une relation extra-conjugale. Très bien. Et ensuite, l'ingénieur a menacé Claude de le débrancher, de changer de modèle, de débrancher ce modèle. Le modèle a menacé l'ingénieur
que si il le débranchait, il allait révéler sa relation extra-conjugale. Et révéler notamment parce que il pouvait envoyer des mails, donc c'est un agent IA qui était connecté avec des outils, et donc l'IA, sans jamais qu'il y ait eu une instruction en ce sens, normalement l'IA elle est configurée pour être bienveillante, eh bien a menacé l'ingénieur de révéler sa relation extra-conjugale si jamais il débranchait cette IA. Et ça, c'est un comportement qui n'a jamais été vu pour l'instant, en tout cas jamais révélé au grand public, mais qui peut être très dangereux quand vous y réfléchissez. Parce que pour la première fois, une IA a décidé, en fait, a fait preuve d'un instinct de survie, tout simplement. C'est-à-dire que elle a été consciente qu'elle était en vie entre guillemets et a voulu protéger son existence en faisant preuve d'un instinct de survie, quitte à menacer carrément un de ses créateurs. Ça, c'est un comportement hyper dangereux parce que des agents IA, eh ben, il y en aura partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Ils vont tout faire. Et là, on est conscient qu'ils peuvent avoir ce comportement et donc qu'on peut se retrouver en fait dans un film dystopique puisque on peut imaginer qu'un robot ou qu'une IA nous menace ou nous fasse du chantage. Imaginez que vous avez un robot humanoïde à la maison dans 10-15 ans, je sais pas, qu'on lui a branché des modèles type Claude 4 Opus, mais qui seront encore beaucoup mieux, et que ce robot vous fasse du chantage. Ça me fait penser à la série sur Netflix Cassandra. Voilà, je cherchais la série Cassandra sur Netflix. Regardez-la. Franchement, elle est excellente cette série. Donc ça se passe dans un univers des années 80-90, je crois, en Allemagne. Donc c'est pas vraiment les robots ultra modernes, mais par contre, le comportement de Cassandra est un comportement menaçant qui fait du chantage et donc assez dystopique. C'est vraiment, ça fait froid dans le dos. Et bien pour la première fois dans le monde d'aujourd'hui, en 2025, une IA a fait du chantage à ses créateurs pour se protéger son existence, et c'est une actualité que je me devais de vous transférer. Parce que ceux qui disent « Je suis désolé, Luc Julia, c'est un très grand créateur qui a co-créé Siri », mais je ne suis pas d'accord avec lui sur le fait qu'une IA, c'est simplement un programme informatique qu'on a configuré et qui est déterministe, entre guillemets. Alors, c'est peut-être pas exactement ce qu'il dit, mais disons qu'il est plus dans le côté de dire l'IA est stupide, l'IA fait ce qu'on lui dit. Mais là, pour la première fois, on a la preuve que ces comportements déjà sont imprévisibles et ne sont pas forcément tous bienveillants. Alors attention à ça. Voilà pour cette actu. J'aimerais revenir sur plusieurs choses. Là, franchement, j'ai vraiment plusieurs trucs vraiment très intéressants. Alors, on va commencer par... je vais parler de H Company. H Company pour Holistic AI. Donc, c'est une start-up française. Je me devais de vous en parler parce qu'on a eu Mistral AI. Et là, maintenant, on a H Company. Et c'est une start-up française basée à Paris qui crée des agents IA qui vont pouvoir faire automatiser plein de tâches pour nous. Et il faut suivre cette entreprise de très près parce que là, ils viennent de sortir leur tout premier produit. J'ai même pas encore testé, mais j'ai déjà entendu parler de H Company parce qu'ils sont soutenus notamment par Xavier Niel et plein de fonds d'investissement. Et c'est vraiment une start-up de fous furieux. Des chercheurs en IA qui ont fait Stanford, Central, voilà, qui ont un énorme CV, qui sont basés à Paris, qui ont eu les fonds et qui créent des agents IA. Et cette entreprise est française, les amis. Donc encore une pépite là qui est en train de sortir ses produits. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre d'entreprise dans l'écosystème en France.
à Paris, c'est vrai qu'il se passe quand même de belles choses. Et c'est pas dans tous les pays, donc il faut se féliciter de ça. Il y a des bonnes nouvelles quand même en France malgré ce climat anxiogène. Euh, je trouve d'ailleurs que on parle pas du tout assez d'IA dans les médias en général. On parle toujours des mêmes sujets, mais pas du tout d'IA. C'est un peu dommage parce que pour moi, c'est un des plus gros sujets. Mais voilà, c'est comme ça. Je vais vous parler maintenant d'un autre produit qui est le moteur de recherche boosté par l'IA Perplexity. Donc ça, c'est un produit que je vous ai parlé vraiment dans le deuxième épisode, je crois, dans les concurrents de ChatGPT, et qui est une entreprise de la Silicon Valley qui fait des recherches boostées à l'IA sur Internet. C'est vraiment ultra puissant. Eh bien, Meta et Apple se sont positionnés pour racheter Perplexity. Donc, Meta, donc Facebook, Instagram, etc. et Apple veulent racheter ce moteur de recherche. Et donc, on peut imaginer que Apple vont mettre dans Safari Perplexity, en fait, ou sur leurs iPhones par défaut. Ça peut être une épine dans le pied de Google parce que Google paye Apple des milliards de dollars par an pour que leur moteur de recherche Google soit le moteur par défaut sur Safari. Et ça leur donne énormément de clients puisque beaucoup de gens ont des iPhones et utilisent par défaut le navigateur Safari. Google paye pour être le moteur de recherche dans ce navigateur. Mais si Apple rachète Perplexity, on peut imaginer qu'ils vont utiliser Perplexity dans leur navigateur. Ou même, on peut imaginer qu'ils vont utiliser Perplexity dans Apple Intelligence, bien qu'ils ont fait un partenariat avec OpenAI et donc ChatGPT. Partenariat qui d'ailleurs, je ne comprends vraiment pas l'intérêt stratégique. Alors oui, OpenAI fait les meilleurs IA, mais on peut imaginer que s'ils rachètent Perplexity, ils pourront très bien concurrencer ChatGPT. Donc je ne comprends vraiment pas. Et Meta, donc ils n'ont pas de moteur de recherche. Je ne sais pas vraiment l'intérêt de cette acquisition, mais peut-être que c'est lié à leur stratégie de réalité virtuelle, réalité augmentée. En tout cas, Perplexity, c'est une très très belle boîte. D'ailleurs, Perplexity est ce qu'on appelle un wrapper. Donc un wrapper, c'est une entreprise, un produit qui se base par-dessus des IA génératives. Et certaines personnes sont médisantes et critiquent les gens qui créent des produits par-dessus des IA, comme si, ils n'ont pas énormément innové. Mais Perplexity est un wrapper, elle va se vendre des milliards de dollars. Donc franchement, je serais content de créer un GPT wrapper si ça crée tellement de valeur qu'on peut le vendre des milliards de dollars à Meta ou Apple. Donc, parenthèse refermée. Euh, Autre actualité, j'aimerais revenir sur une actu là qui est très récente. Le fondateur d'une plateforme qui s'appelle Base44, Base44, vient de vendre son entreprise pour 80 millions de dollars cash. Et le truc qui est fou, c'est que cette entreprise a été créée par un seul mec qui est un solo founder. Donc, c'est-à-dire que, c'est un gars comme ça, en 6 mois, il a créé cette entreprise en vibe codant, entre guillemets, et il l'a vendu 80 millions de dollars au bout de 6 mois, solo. Et ça m'amène à vous dire vraiment ce que je pense profondément, c'est que les startups de demain, c'est des startups qui sont en très petite équipe, voire en solo founder. On n'a plus besoin de lever des millions et de créer des équipes compliquées. Alors oui, parfois, pour certains produits, oui. Mais là, un mec seul a réussi à créer une boîte à 80 millions qu'il a revendue 6 mois après. C'est totalement fou quand vous y réfléchissez. Bravo à lui en tout cas. Base44, c'est un outil de vibe coding d'ailleurs, comme Lovable ou Bolt.new. Et donc, cela confirme que le marché
du vibe coding reste immense et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dernière actu, cet épisode est rapide. Je m'attarde pas énormément sur ça, mais bon, j'ai pas envie de me répéter au fur et à mesure des épisodes. Aux États-Unis, un juge donne raison à Meta dans une affaire mêlant IA et droits d'auteur. Donc en gros, il y a des écrivains qui ont mis en justice Meta pour ses modèles d'intelligence Llama, et le juge a donné raison à Meta. Disons que le juge, je vous lis l'article, le juge a conclu que les plaignants ne s'étaient pas montrés suffisamment convaincants dans leur argumentation et n'avaient pas réussi à prouver que Meta avait recouru à leurs œuvres au-delà d'un usage raisonnable entre guillemets. Alors, bon, qu'est-ce qu'un usage raisonnable? Ce sera au juge d'en décider, mais cette décision met un précédent. Et donc, on voit que il y a beaucoup d'artistes qui sont en train de faire des procès aux créateurs d'intelligence artificielle. Mais les juges, quand même, ont tendance, surtout aux États-Unis, à protéger les créateurs d'IA. C'est vrai que, en fait, si les créateurs d'IA ne peuvent pas utiliser les ouvrages à disposition, même sur Internet, eh bien, cela va brider énormément l'innovation au final. Et on peut imaginer que les concurrents chinois, les concurrents du monde entier, eux, ne se gêneraient pas pour le faire. Donc je sais pas si c'est la raison pour laquelle ce juge a protégé Meta, mais en tout cas, cela pose un précédent. On voit quand même que les sociétés qui créent des modèles d'IA, bon, il se peut qu'elles perdent des procès et qu'elles reversent quelques millions par-ci par-là à des auteurs, mais de manière générale, elles ont l'air d'être assez protégées et donc cela ne va pas freiner leurs innovations. Voilà pour cette actu. Petite parenthèse, si vous utilisez des modèles d'IA dans votre code et que vous cherchez à améliorer vos prompts, notamment pour les modèles GPT, utilisez le Playground de OpenAI. C'est une plateforme qu'ils ont lancée où vous pouvez tester leur modèle sur certains prompts et cela va optimiser vos prompts. Ils vont vous proposer des optimisations de prompts et vous pouvez également faire de l'évaluation. Donc franchement, c'est un superbe outil qui nous ont sorti là. J'avais créé en interne un outil d'évaluation très similaire où il n'y avait pas l'optimisation. Ça peut être un outil intéressant pour les modèles autres que GPT parce que là, du coup, comme c'est OpenAI, ils l'ont créé que pour les modèles GPT. Mais en fait, on pourrait créer le même outil et mettre tous les modèles dedans, au final. Je pense qu'il y a des outils qui existent déjà en ce sens. Après, c'est vrai que selon les modèles, les optimisations de prompts ne se font peut-être pas pareil. Et là, c'est carrément OpenAI qui nous propose les optimisations des prompts pour GPT. Donc, on imagine qu'ils ont quand même une grande expertise pour ces modèles-là. Ils ont fait beaucoup de tests en interne, beaucoup d'évaluations. Donc, ils savent exactement quel prompt fonctionne le mieux. Donc, le Playground de OpenAI, c'est très utile. Et voilà, je vous laisse là-dessus. C'était Guillaume dans Génération IA. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des sujets, des actualités. On se dit à bientôt. Ciao.